Bonsoir à tous. Merci, bonsoir à toutes. Et donc, merci de l'invitation. Effectivement, on a été, là, ça fait quelques jours qu'on a, je n'ose pas dire fêté, les 2 ans de l'annonce par le président Macron, le 12 mars 2020, de la fermeture imminente de l'ensemble des établissements d'enseignement. Et autant on veut bien croire que les premières semaines relevaient d'une forme d'improvisation, d'adaptation face à l'arrivée d'un virus d'une ampleur qu'il était quand même difficile d'anticiper, autant la lecture qu'on nous a proposée d'une adaptation technique dans la durée à cette pandémie pose problème. Et je crois qu'il s'agit de regarder en quoi la pandémie, en tout cas on gagne à regarder en quoi la pandémie a été à la fois une contrainte et une opportunité pour le gouvernement pour accélérer un certain nombre de logiques, une opportunité pour aller plus vite, mais aussi une contrainte parce que c'est pas toujours de gaieté de cœur qui sont allés aussi vite. En partie oui, en partie non. Donc c'est ça que ça vaut la peine de regarder, mais si vous le voulez bien, malgré l'air du temps, je crois qu'il est quand même utile de ne pas seulement regarder la pluie d'enclume qui s'abat sur nous, parce que sinon il n'y a plus qu'à se mettre sous antidépresseur, d'aucuns voudraient bien, mais au contraire de regarder en quoi ça révèle un espace des possibles et voilà, des possibilités autres pour construire voilà, un avenir meilleur pour l'école. Une première chose, c'est de regarder, je crois qu'au début de la pandémie, il y a eu une volonté à la fois sanitaire d'éviter la propagation du virus, ok, mais aussi une volonté de maintenir, si possible, après quelques semaines, les écoles un temps soit peu ouvertes pour les personnels dits indispensables, pour faire tourner la société et vite reprendre pour 2 raisons. La première, qui n'est pas la meilleure, c'est faire tourner l'appareil de production parce qu'il y avait besoin d'éviter l'amplification de la crise économique qui était déjà là avant la pandémie. Ceci étant, je vois mal comment on dirait non, on s'en contrefiche des conséquences de la crise économique. Voilà. Mais dans cette volonté-là, il y a eu quand même l'accélérateur de la conception de l'école comme modalité de garde avant tout, plus que comme modalité de formation, de capacité de penser. Donc, moi, vraiment, je considère cette pandémie comme un révélateur, un effet zoom sur des phénomènes qui étaient déjà là. Donc, l'école, mode de garde, mais pas seulement. Je vais aller très vite sur un certain nombre de choses, notamment le fait que Blanquer a profité de la crise pour tenter de diviser encore plus les enseignants et les élèves. Pardon, les enseignants et les parents. Elle est bien bonne, les enseignants et les parents. En traitant les enseignants de décrocheurs, etc. Faisons remarquer au passage que personne ne s'est soucié de savoir quels enseignants étaient équipés à la maison d'une connexion Internet suffisamment solide et avec quels moyens c'était pris en charge. Hein, bon, voilà, pour faire syndical basique. Mais au-delà de ça, je crois que Blanquer est intervenu dans ce sens de diviser parce qu'ils ont senti que la pandémie était aussi quelque chose qui jouait contre eux.
qui pouvaient jouer contre eux. Je crois qu'il y a des chapitres du livre « L'éducation au temps du coronavirus » qui le montrent bien, ainsi que, je vais mettre dans le partage des références, l'article que j'ai écrit dans la revue La Pensée. On a vu quand même se développer quelque chose que je trouve intéressant. Beaucoup d'enseignants, je vais commencer par là, après j'amènerai aux parents, ont apporté un regard un peu nouveau sur les familles, et notamment sur les familles les plus populaires. Souvent, pas toujours, mais il arrive que les enseignants aient un regard sur les familles populaires un peu suspicieux, c'est-à-dire que ces familles ne s'intéressent pas forcément à l'école, ou en tout cas pas comme il faudrait, un petit regard où on ne les voit pas assez, ces familles. Or, et je crois que cette tendance s'est amplifiée depuis une trentaine d'années avec le passage du recrutement des enseignants du premier degré à un niveau supérieur qui a entraîné mécaniquement un recrutement social des enseignants moins populaire. Au fond, aujourd'hui, dans le corps du premier degré, minoritaires sont les enseignants qui savent ce que c'est vraiment qu'une famille de milieu populaire. Voilà. Il n'y a pas à se culpabiliser. La question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est comment on prend ça en charge en formation pour déconstruire son propre rapport à certaines évidences sociales. Comment on fait en sorte que des enfants, que des jeunes issus des classes populaires puissent accéder au métier de professeur des écoles, avec les questions de pré-recrutement, avec voilà, tout un tas de choses qui poseraient question. Ceci, donc, il me semble que l'éloignement des enseignants du premier degré vis-à-vis des milieux populaires a été l'une des tendances qui ont existé pendant quelques décennies. Mais la pandémie a amené ces enseignants finalement à découvrir que quand on contactait les parents pendant le confinement pour savoir s'ils s'en sortaient, comment ils faisaient avec l'école, ben, massivement, ce qui remonte de nos différentes recherches, c'est des enseignants qui ont été confortés pour les uns et agréablement surpris pour les autres dans le constat de familles populaires pleines de bonne volonté, qui se donnaient du mal, qui n'y arrivaient pas toujours, mais en tout cas, dont on ne pouvait pas dire qu'elles n'étaient pas mobilisées sur la scolarité des gamins. Voilà. Donc ça, première chose qui a changé. Symétriquement, dans ces familles populaires, qui sont, je vous le rappelle, majoritaires dans le pays, parce que contrairement à l'idéologie mensongère d'une grande classe moyenne qui serait majoritaire en Occident, etc., je vous rappelle que dans le cadre de la scolarité unique, il y a 55% minimum des enfants qui ont des parents qui occupent des postes d'exécution, qui sont ouvriers, employés, c'est-à-dire caissières, balayeurs, autres, ou inactifs. C'est-à-dire que la majorité des enfants que vous avez dans vos classes, alors peut-être pas individuellement, mais en moyenne au niveau national, sont des enfants de familles populaires. Ça veut dire que s'il y a quelque chose d'un peu compliqué qu'ils n'ont pas appris, qu'ils n'ont pas compris à l'école, il n'y a pas de raison de penser qu'ils auront la deuxième couche de peinture le soir à la maison en rentrant. Donc, ça interroge quand même. Pour qui on fait l'école? Quel est le modèle d'école? Et donc, ces familles qui sont majoritaires ont découvert que les enseignants n'étaient pas seulement des gens qui font 8h30, 16h30, mais qui se préoccupent de savoir si les gamins apprennent, qui prennent des nouvelles, qui se donnent du mal, qui cherchent des solutions, parfois pas adaptées, mais en tout cas qui en cherchent. Voilà, et donc il y a des conditions objectives de la construction d'une convergence qui sont apparues. Et je crois que le discours très cassant de Blanquer pour diviser, mettre de l'huile sur le feu, etc., il est vraiment arrivé pour faire contre-feu à ça. Notamment, alors ça mériterait une recherche approfondie parce qu'aucun de nous qui avons écrit dans ces différentes recherches n'avons réalisé la recherche dont je vais énoncer de potentiels résultats. Ce sont des hypothèses, mais quand même, le recueil de témoignages et ma propre expérience d'encadrement de Master MEF
montrent que même les débutants, démunis, se sont donné un mal de chien. Et que tout ce petit monde s'est donné un mal de chien avec des outils qui n'étaient pas toujours ceux de l'institution si on voulait que ça marche. Et ça interroge, ça laisse un peu de liberté pédagogique, même si en passant par WhatsApp et autres, ça pose quand même question sur à qui on donne nos données, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, que les enseignants se soient dit, les familles populaires, elles ont tel outil de communication, faisons avec ce qui marche avec elles, me semble quand même témoigner d'une bonne volonté et relever du bon sens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que je crois justement que les choses, la pandémie est arrivée à un moment du système scolaire où on est peut-être au point de rupture d'un équilibre. En simplifiant un peu, j'allais dire en caricaturant, non, mais en simplifiant un peu, finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, j'allais dire après-guerre, maintenant il faut se méfier, il y en a plein des guerres, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un compromis, même depuis la Troisième République, il y a eu un compromis historique dans ce pays, c'est que progressivement, les familles populaires gagnaient le droit à des scolarités plus longues et de meilleure qualité, mais que les inégalités perduraient finalement parce que les enfants des classes supérieures étudiaient plus longtemps, eux aussi. Donc tout le monde grimpait vers le haut. Pour le dire vite, quand l'école de la Troisième République a été instaurée et a remplacé la multiplicité des écoles qui étaient mises en place par les patrons, par les curés, par les villes, les grandes villes, etc., les écoles pour les filles, les écoles pour les garçons, etc., quand ça a été mis en place avec des programmes relativement harmonisés, eh bien, rappelons-nous quand même que cette école ne concernait pas tout le monde. Elle ne concernait pas les enfants de la bourgeoisie qui allaient dans des établissements payants quand même. Donc, et l'école primaire, pour ses promoteurs, voulait dire école primitive, pas la même que les autres. Mais il y a une vraie logique de démocratisation donnée à tous les enfants qui n'avaient pas forcément accès à une école gratuite, une école débarrassée des dogmes religieux, et donc obligatoire, on crée les conditions. Mais pourquoi je n'ai pas le casque? Ah, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas le casque. Et donc, une vraie logique de démocratisation et simultanément une dialectique avec une logique de sélection, oui, mais pas la même école que les enfants de bourgeois. Il y a des programmes séparés, des corps professionnels séparés, etc., etc. Cette histoire-là s'est rejouée à la fin des années 50 avec l'unification du primaire et la massification de l'entrée au secondaire, démocratisation, mais sélection dans des filières séparées. Ça s'est rejoué après ce qu'on appelle le collège unique, qui n'est en fait que la 6e et 5e unique, où on a étendu les possibilités d'études plus égales, tout en décalant le moment de la filiarisation après la 5e. Puis après, ça s'est reporté au lycée. Puis après, ça s'est reporté à l'université. Oui, mais ces vagues de démocratisation successives, en tout cas de prolongement d'études, ont entraîné de profonds changements, y compris de l'intérieur. Là où la sélection avait lieu autrefois à l'entrée dans un cycle, avant le verrou, il était avant l'entrée au secondaire, il était avant l'entrée au lycée, puis avant l'entrée à l'université. Désormais, comme la perspective, c'est des études assez longues ou très longues pour tous, eh bien, de fait, les cycles précédents, dès la maternelle, se sont transformés. La mission n'est plus de faire sortir de l'école primaire. De fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Et de fait, c'est de l'intérieur de l'école que la sélection s'est accrue. Et elle s'est accrue avec des logiques sur lesquelles le monde enseignant a connu quelques ambiguïtés aussi. Par exemple, en étant un peu complice des logiques d'individualisation, des logiques au nom de l'adaptation,
quand même, la logique de l'adaptation, elle a été promue politiquement quand on a décidé d'avoir le même programme pour toutes les classes sociales. Donc, démocratisation, on vise le même programme, quelle que soit l'origine sociale des gamins, mais en même temps, quand même, pas trop quand même. Hein. On s'adapte, hein, on ne fait pas la même chose. Hein. Voilà. Et ça a pesé sur les enseignants. Mais je crois qu'il faut mesurer à quel point ça a pesé. Ça a pesé, en particulier depuis 2008, avec la suppression du samedi matin. Je vous rappelle qu'on avait déjà perdu 1 heure dans les années 80, avec un samedi sur 3, donc en moyenne, ça fait 1 heure par semaine, et la suppression du samedi matin multipliée par le nombre de semaines hebdomadaires, le nombre de semaines annuelles, multiplié par le nombre d'années de la petite section au CM2, le nombre d'heures supprimées équivaut à 1 année scolaire complète qui a été supprimée en horaire. Et on a quasiment supprimé les toutes petites sections. Il y a quasiment 2 années de scolarité primaire qui ont été supprimées. Et la session parlementaire de 2008 qui a supprimé le samedi matin, c'était la même avec Darcos et Sarkozy, qui ont en même temps augmenté le nombre de disciplines, avec éducation à la citoyenneté, anglais, éducation à l'écologie ou à l'environnement, je ne sais plus comment ça s'appelle, des éducations à, des contenus. Et donc, comment on peut faire plus de choses dans moins de temps? En fait, stratégiquement, il a été décidé de mettre les enseignants du premier degré dans une situation intenable. Et la solution, la fausse solution truquée, inégalitaire, qui ne dit pas son nom, on l'a proposée juste à ce moment-là. Et on leur a dit, on coupe le programme en 2. Il y a la moitié qui est obligatoire et vous l'appelez socle commun. Ce commun, ça a l'air chic, ça a l'air égalitaire, ça fait sympa. Et l'autre partie, c'est en option. Et on vous a dit, il faut individualiser. À chacun ses besoins, à chacun ses performances, à chacun selon son origine sociale quand même. Et donc, on a mis les enseignants dans une situation intenable. Alors oui, il y a des enquêtes sur la pandémie, j'ai des collègues sur les démissions d'enseignants et qui constatent, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, que la pandémie a été un accélérateur. Sauf que ces démissions d'enseignants qui n'en peuvent plus, qui disent « mais moi je ne suis pas là, voilà, c'est pas mon boulot, ça, c'est à quoi on joue, je ne suis pas une garde de triage social ». Ça avait commencé bien avant la pandémie. Et on parle souvent des résultats de PISA. PISA, il y a un résultat qui est beaucoup diffusé, où on nous dit les 10% d'élèves les plus faibles aujourd'hui sont plus faibles que les 10% d'élèves les plus faibles il y a 20 ans. Autrement dit, chez les plus faibles, le niveau a encore baissé. Mais on oublie de nous dire que dans une proportion un peu moindre, mais quand même, les 10% des élèves les meilleurs aujourd'hui sont meilleurs que les 10% des élèves les meilleurs il y a 20 ans. Ce n'est pas seulement que l'école reproduit les inégalités, c'est qu'elle les accroît. Et comment on peut ne pas mettre ça en relation avec la politique conduite dans ce pays, et malheureusement avec alternance, c'est la même politique qui a été conduite quand Jospin était ministre de l'Éducation avec la politique des rythmes et de l'individualisation, puis quand la droite est revenue, puis quand Jospin était Premier ministre et Ségolène Royal et Mélenchon avec Allègre étaient au ministère de l'Éducation, puis quand la droite est revenue, une continuité parfaite sur l'individualisation et pousser chacun à faire un programme différent, officiellement en fonction des besoins particuliers, en réalité, en fonction de ce que l'enseignant peut faire avec la classe telle qu'elle est, et donc selon l'origine sociale. Et ces marqueurs, vraiment, ont pesé, et au moment de la pandémie, je crois qu'il y a eu un effet grossissant, parce que, évidemment, les enfants étaient chez eux individuellement, donc il fallait les contacter individuellement. Et là,
finalement, tout un tas de choses se sont révélées sous un jour peut-être plus clair, nouveau, amplifié, et des choses qu'on ne voyait pas venir à ce point-là. Par exemple, j'ai été auditionné il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, par une commission mixte de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont la question c'était, mais alors, comment on fait pour accentuer la connexion numérique des établissements et que les enseignants suivent? Et la première des choses, c'est quand même que si pandémie, en gros, leur question, c'est s'il y a reconfinement, comment on fait? Et quand même plutôt encourageant qu'ils se posent la question. Le problème, c'est la façon dont ils se posent la question. Et moi, il me semble que si on avait écouté ce que nous avons été quelques-uns à dire dès le début de la pandémie, en disant il faut faire des pré-recrutements, vite, il faut se doter des moyens de dédoubler les classes au maximum. Il faut se doter des moyens de réquisitionner des locaux pour couper les groupes. Il faut des pré-recrutements et il faut former des enseignants pour qu'ils soient vite sur le terrain après 1 ou 2 ans. Ben, ça fait 2 ans, ils seraient en poste. Ils seraient en poste. Et c'est ce que j'ai répondu à la députée qui me dit « Oh, mais recruter des enseignants, ça prend très longtemps. » Je dis « Mais vous blaguez ou quoi? Les appels d'offres, votre solution, c'est de connecter tous les établissements au numérique pour faire des cours à la maison. » Mais un appel d'offres de cette ampleur, plus le fait de connecter les établissements au haut débit, nous, on sait ce que c'est à la fac. C'est des années. C'est des années et ça ne marche pas parce que si on supprime les postes des ingénieurs informatiques qui font la maintenance, ça ne marche pas. Donc, au gouvernement, ils sont vraiment dans l'idée d'accélérer le numérique. Regardons ce qui se passe dans le second degré. Il y a des compétences, il y a des enseignements qui sont supprimés en technologie, par exemple. L'enseignement numérique n'est quasiment plus enseigné. C'est renvoyé à des applications dans lesquelles auxquelles les élèves doivent se connecter, cliquer. C'est supposé être des compétences individuelles. Ben, écoutez, ceux qui ont des enfants de cet âge-là, en gros, vous vous rendez compte qu'on fait cours à la maison sur comment utiliser Excel. Parce qu'en fait, ils doivent cliquer sur des trucs pour donner les bonnes réponses. Comment tu découvres les bonnes réponses? Si tu veux avoir des bonnes notes, il te faut que quelqu'un te l'explique. Donc, on transfère à la maison l'enseignement de l'utilisation de la bureautique. C'est ça que ça veut dire, l'enseignement par compétence. Et ce qui est quand même une mode tendancielle avec la soi-disant pédagogie inversée, où on dit en gros, on donne des exercices à partir desquels vous allez construire les notions, mais en fait, on demande à la famille de faire le cours et on enregistre en classe le cours qui a été fait. C'est une belle hypocrisie. C'est pareil. C'est-à-dire que l'école n'est plus le lieu où on enseigne, dans la politique telle qu'il la pense, c'est le lieu de l'enregistrement des performances telles qu'elles ont été préparées à l'extérieur. Et ça pose sacrément de questions. Parce que la réponse de Blanquer à la pandémie, c'est finalement de dire, c'est très intéressant ce qu'il propose pour le collège, hein, c'est la suite de la réforme Vallaud-Belkacem. Finalement, il y a des disciplines qu'on va garder dans le giron de l'école, socle commun, mais français maths minimal, pas bébête, hein, mais voilà, un objectif minimum qu'on fixe. Tout le reste en français maths, c'est en option. Mais du coup, si ce n'est pas fait en classe, prenez des cours particuliers, inscrivez-vous au CNED, payez. Et Blanquer prévoyait, mais là, ils ont dû revenir en arrière parce que ça se voyait trop, de sortir de l'école les arts, l'éducation physique et sportive, et j'oublie quelque chose. Mais en gros, les disciplines qui ne sont pas socle commun, voilà, pour lui. Et donc, ça, de dire, ben, il y a des clubs sportifs, il y a des écoles d'art, allez-y, ou adressez-vous aux mairies. Et ça, je crois que c'est vraiment la logique de fond de la politique Blanquer, qui n'est pas exactement, parce que je crois qu'il faut être précis dans ce qu'on dit. Je ne crois pas que le projet de Blanquer, ce soit de supprimer l'existence de l'éducation nationale, en fait. Voilà. C'est plutôt de réduire son rôle
et de changer sa mission. Pour lui, l'éducation nationale, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le privé, 2, pour ceux qui veulent aller à l'école du coin et qui, en plus, pourront se payer des trucs à côté, des compléments, en plus du commun. Et ceux qui veulent mieux, ils ont qu'à aller dans des établissements d'élite où on fait plus que le socle commun. Je crois que le modèle, c'est vraiment celui-là. Et ça pose aussi question sur le plan du modèle d'apprentissage. Parce que la pandémie nous a interrogés. Elle nous a d'abord interrogés sur les moyens à disposition des familles. Je crois que ça vaut la peine quand même de calculer. Voilà, parce que la pandémie nous l'a mis sous les yeux pour les cours, mais quand même, retournons-le pour ce qu'on donne comme devoir et pour la question des devoirs. On s'est rendu compte qu'il y a quand même une majorité de familles qui, si elles ont un accès à Internet, très grande majorité de familles ont un accès à Internet, en fait, c'est un accès à Internet sur un smartphone. Ce n'est pas tout à fait pareil pour lire un document. Comment on fait quand une maman isolée, elle a 2-3 gamins et un smartphone? Comment on fait techniquement? Le recours accru aux interfaces type Pronote, type etc. Pronote, c'est pour le second degré. Je ne me rappelle plus le nom pour le premier degré, mais bon, bref. Les cartables numériques, etc. Où on va, quoi? Pourquoi c'est si embêtant d'avoir un cahier de texte ou un petit carnet dans lequel on écrit les trucs? Je crois que cette mise en place d'outils par l'institution qui vise en fait un peu à être moderne, d'accord, mais surtout à avoir la main et le contrôle sur le travail des enseignants pour regarder de plus près à distance, pose question. Pose question pour vous, mais je suis désolé, ce n'est pas vous qui me préoccupez en premier, mais pour les familles à l'arrivée et pour les gamins. Je m'inquiète pour vous, mais j'ai davantage de soucis pour les gamins, les milieux populaires. Parce que on a vu qu'il y avait très peu de familles qui avaient des imprimantes. Est-ce que pour être élève dans ce pays, il faut avoir une imprimante à la maison? L'école, c'est le règne de l'écrit. Et c'est bien. Si c'est pour que ce soit le lieu de la culture orale, je veux le dire franchement, ça existe dans toutes les familles, ça existe dans le quartier, ça existe dans le village. Eh ben donc, si on peut l'apprendre dans le village, pourquoi on enfermerait les gamins 6 heures par jour? Je vous le dis franchement. Quoi. Ce qui justifie le salaire des enseignants, c'est quand même qu'on transmet aux élèves des choses qui ne peuvent pas s'apprendre dans toutes les familles, dans tous les milieux. Si c'est pour leur enseigner ce qu'ils peuvent apprendre à la maison, franchement, ils sont mieux à la maison. Or, la culture de l'écrit, la culture de la réflexion, qui n'est pas la culture de l'immédiateté, de la prise de distance, de la réflexivité, parce que quand on est à l'oral, quand on a prononcé un mot, clac, ça y est, c'est fini. Alors qu'à l'écrit, on peut revenir en arrière, on peut reformuler sa pensée, on peut le réécrire, on peut le corriger. C'est la culture de l'écrit qui structure la culture savante, la culture lettrée, la culture scientifique. Donc, cette culture-là, qui est basée sur l'écrit, elle passe par l'écrit, d'abord. Donc, comment on fait pour travailler à distance avec de l'écrit? Quand on va à l'école tous les jours et qu'on ramène un manuel et un cahier, moi, je m'interroge vraiment sur cette politique de zéro manuel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Où les manuels sont tout numériques? C'est pas pareil. Un manuel, moi, je peux mettre le manuel sur la table, le papier, le stylo, j'ai une vision synoptique de ce qui se passe, alors que sur un écran, quand on met un truc, ça chasse l'autre. C'est pas vrai, on ne peut pas voir les choses en même temps. Ou alors c'est tout petit. Si on fait cohabiter, et encore, toutes les familles ne savent pas jongler avec les fenêtres pour arriver à les régler pour que tatati tatata. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on implique? Qu'est-ce qu'on oblige comme changement en imposant le recours systématique au numérique? Est-ce qu'on y a vraiment réfléchi? Moi, je ne suis pas en train de diaboliser tout le numérique. Il y a des possibilités. Mais de dire, ouais, hop, on abandonne l'écrit pour passer au numérique, comme c'est la tendance actuelle. Voilà, toutes les collectivités qui pensent en bien faire, en plus, les pauvres élus, ils n'y comprennent pas grand-chose. Donc, ils font comme on leur dit de faire. Ils sont de bonne volonté, ils veulent bien mettre des sous, parce qu'en plus, c'est encore plus cher.
etc. Faut peut-être leur dire, mais est-ce que c'est la bonne idée, les gars, quoi. Pendant la pandémie, moi, j'ai interviewé des familles. Alors, c'est compliqué parce moi, j'aime bien quand je fais de la recherche, rencontrer les gens. Bon, là, on fait des interviews en visioconférence, un peu bizarre, mais on fait ce qu'on peut pendant le confinement. Et je me rappelle d'un papa complètement paniqué qui disait de façon plus exacerbée ce que j'avais entendu chez d'autres et qui disait, mais le prof de techno au collège, il nous a dit d'écrire dans le PDF. Mais moi, je croyais que les PDF, c'était justement pour qu'on n'écrive pas dedans. Donc, le papa, il s'y connaît un peu quand même. Hein? Mais sauf qu'il y a des logiciels pour écrire dans les PDF. Et donc, ils ont passé quand même une semaine à appeler tous les cousins en France, au pays, etc., pour trouver des solutions sur comment on fait pour écrire dans un PDF face à ce prof qui nous dit ça. Puis, il y a des travaux, si ça vous intéresse, allez voir les travaux de Dominique Pasquier sur l'Internet des familles populaires. Et les recherches qu'on a conduites confirment cela. Je veux dire, oui, la plupart des familles savent faire des courses sur Internet et savent aller sur le Bon Coin. Mais ce sont des espaces super cadrés, super guidés. Finalement, comme opération, il y a taper un mot-clé, sélectionner dans le panier et payer avec sa carte bancaire. C'est tout. Il y a 3 opérations. C'est un usage de l'ordinateur ou d'Internet ou du numérique qui est radicalement différent de la bureautique. Parce que quand l'enseignant ou les enseignants, quand on a plusieurs enfants, ont leur système de codage des fichiers pour les ranger dans leur arborescence propre et transmettent les fichiers aux familles, qu'est-ce qui arrive chez la famille comme nom de fichier? Comment on range ce bazar? Comment on s'en sort pour créer des arborescences, des classements, des rangements? Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des familles chez qui il fallait tout reprendre dans le truc téléchargement. Alors là, il y en avait des paquets. Voilà, il fallait chercher, les ouvrir un par un, ça on y passait des heures, etc. Et il y a des familles chez qui ça a été l'occasion qui fait le larron pour que l'enfant rétif à utiliser le numérique autrement que pour jouer à des jeux débiles ou à des logiciels éducatifs, excusez-moi, c'est un peu pareil des fois, pour que le gamin se fasse tirer l'oreille en lui disant, mais tiens, regarde, c'est le bazar ton truc, on va apprendre à ranger. Parce que nous faisons partie, nous, de famille où toute occasion est occasion pédagogique dans la vie perso. Hein, voilà. Nous faisons partie de la minorité de famille où on fait mettre à la table un enfant de moyenne section parce que c'est l'occasion de travailler la latéralisation. Mais quand même, on est un peu bizarre. Quoi, hein, voilà. Dans la majorité des familles, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quoi, voilà. Donc, pour les uns, la pandémie a été l'occasion de travailler des compétences, des dispositions, à utiliser le numérique pour autre chose que le ludique avec les enfants, ou pour autre chose que chercher des informations documentaires, mais organiser son espace de travail pour aller chercher des renseignements complémentaires, etc. Et pour d'autres, ça a été une belle galère où on sortait les pagaies et en avant la rame. Et ça doit nous faire réfléchir. Voilà, c'est un accélérateur de ce qui est en train de se passer, où l'école est considérée dans les politiques en cours comme devant enregistrer des socialisations familiales. Et c'est de moins en moins le lieu où doit se faire l'enseignement. Je crois que Blanquer, il est vraiment là-dessus. Il est sur l'enseignant distributeur de fiches. Il est vraiment sur le modèle neurosciences. Vous êtes là, selon lui, pour provoquer des stimuli. Et ceux qui ont les compétences, tant mieux pour eux, le stimulus va pouvoir activer les compétences. Et ceux qui n'ont pas les compétences, le stimulus n'activera que dalle. Et avec lui, on va faire le minimum en rabâchant un peu de minimal. J'exagère, mais au fond, pas énormément. Et donc, dans cette perspective-là, la logique qu'a voulu porter Blanquer est très claire. C'est celle de réduction du rôle de l'école. Et réduction du rôle de l'école en disant, quand même, partenariat avec les associations, partenariat avec les clubs sportifs, partenariat avec les écoles, les intervenants artistiques. Finalement,
la logique de la réforme des rythmes scolaires qui avait résulté la suppression du samedi matin, c'est leur modèle, au nom du soi-disant modèle allemand, qui fait des ravages là-bas. De libérer, entre guillemets, les après-midi pour privatiser ou semi-privatiser, en disant aux collectivités locales, si vous ne voulez pas que ce soit payant, prenez-le en charge, mais c'est plus nous. Et vous, les enseignants du premier degré, ben, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Ben, ils suppriment des postes au collège, je vais vous le dire ce que vous allez faire. Au nom du rattachement du premier degré avec le collège et le collège séparé du lycée. En gros, le socle commun, c'est finalement l'ancienne école de la Troisième République qui ne préparait pas vraiment tout le monde à avoir le concours des bourses et aller au-delà dans l'enseignement secondaire. Je crois que c'est ça leur modèle. La pandémie est arrivée à un moment où c'était le point de bascule, où l'équilibre fragile entre démocratisation et sélection que je décrivais tout à l'heure, ils avaient renoncé, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne veulent plus. C'est trop cher. Il faut garder l'argent public pour soutenir les politiques de profit pour que, avec la crise économique, le capital continue à rapporter à ceux qui le détiennent. Et donc, l'argent, il faut bien le prendre quelque part. Et donc, on le prend au service public. Et donc, pour moi, tout ça ne doit pas… Enfin, en fait, j'ai un peu de mal avec les trucs qui circulent beaucoup chez les enseignants, qui sont justes, mais où Blanquer, c'est le diable. Blanquer, c'est juste l'étape un peu plus forte que les précédents. Il faut arrêter, c'est tout. C'est juste une continuité. Il a marqué une étape plus franche, un peu plus de mépris visible en direction des enseignants. Il est plus clair, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est la même politique. Voilà. Il faut avouer, je dois nuancer mon propos, qu'il y avait peu de ministres auparavant qui s'étaient mêlés de très près des méthodes d'enseignement de la lecture. Lui, il a mis les pieds dedans, etc. Il ne va plus cash, il y va plus frontalement. Il est du sérail, il a un ami pédagogique, les autres s'en foutaient. Mais au fond, en termes de politique publique, c'est une continuité. Et je crois que pour mettre un stop à ça, la question qui nous est posée, mais au fond, quel est le rôle de l'école? Est-ce que l'école se réduit au rôle de stimulus supposé activer, qui doit activer de supposées compétences ou besoins particuliers, et en réalité, les dispositions créées selon les classes sociales? Ou est-ce que l'école, c'est ce qui doit construire du commun? C'est assez curieux que Blanquer, qui se dit défenseur de la laïcité, qui commémore Samuel Paty, etc., en gros, il a un outil sous la main qui sert à créer du commun dans la future génération d'adultes, et lui, son projet, c'est de réduire l'outil qui permet de créer du commun. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie, quoi. Si on ne crée pas de commun, on va avoir des problèmes après. On a besoin de créer du commun dans un monde de plus en plus globalisé, multiculturel, etc. Les futurs citoyens du pays, c'est un besoin social que de créer du commun avec des savoirs communs, avec des manières de penser. Ça ne veut pas dire tout le monde identique, mais ça veut dire qu'on est capable de se comprendre, on a des repères communs, y compris pour discuter de nos désaccords. Et je pense que, oui, il y a une revendication de la FSU que je trouve vraiment très importante, c'est l'idée que l'école a pour mission première de créer une culture commune entre les membres de ce pays. C'est de faire face à une évolution qui est ni bien ni mal, c'est comme ça. Il y a un siècle, savoir lire permettait d'accéder à des informations. Il fallait chercher les informations, et si on savait lire, ben on accédait au truc. Voilà. Aujourd'hui, les informations, elles sont partout.
Et il y en a tellement qu'il y en a, j'allais dire, il y en a autant de fausses que de vraies. Il ne faut pas exagérer. Mais enfin, il faut faire le tri entre les vraies et les fausses. Et quand on a plein d'informations, qu'est-ce qu'on en fait? Or, ces capacités à penser en surplomb des informations, ça ne nécessite pas des compétences, ça nécessite des savoirs. Aujourd'hui, je vais donner un exemple, mais il y a quelque temps, on regardait avec des collègues une épreuve qui avait été donnée, je crois, au bac, il y a quelque temps. À l'époque, il y avait encore un bac national, donc des épreuves identiques, avant que le bac soit réduit à la valeur de l'établissement. Et dans ces épreuves, il y avait en géographie, histoire géo en fait, une carte à compléter avec les pays dans lesquels on parle quelle langue et qu'il fallait commenter. Et donc, il fallait mobiliser des connaissances historiques sur la colonisation du monde par les Occidentaux à partir de la découverte de l'Amérique, etc., etc. Et donc, en Amérique du Sud, on parle espagnol, portugais, donc mobiliser le savoir historique pour comprendre le monde dans lequel on vit et la présence d'une langue majoritaire dans tel ou tel pays. Ça, il ne s'agit pas seulement de recevoir une info pour dire on parle telle langue dans tel pays. Il s'agit de produire une réflexion qui articule le d'où ça vient vers le pourquoi c'est comme ça aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en penser. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais on vit dans un monde où le système de production économique qui pilote ce qu'est la société, parce que c'est comme ça a toujours été comme ça et ça le restera, eh bien, il invite de plus en plus les travailleurs soit à être les bouches-trous de la machine informatique, soit à penser en surplomb de ce que peuvent faire les machines. Et en fait, ça se creuse des deux côtés. Mais, mine de rien, l'écrit et les logiques de pensée que vous enseignez ont été marqués par ça. Il y a 50 ans, en maternelle, on lisait ou on racontait des contes traditionnels pour que tous les enfants du pays aient un bagage commun d'histoire qui fasse repère commun. Le petit poussé, le petit chaperon rouge, blablabla. Quand même, en maternelle, aujourd'hui, quand on traite des contes, et il vaut mieux le faire, évidemment, on fait toujours ça pour créer du commun, tant mieux, mais on se sert aussi de ça pour travailler le passage à des catégories génériques, regroupées dans la catégorie méchant, le loup, la sorcière, l'ogre, ou que sais-je encore. Mais du coup, c'est ça, penser en surplomb des informations, des savoirs disponibles. Donc, ça a évolué, c'est comme ça. Et donc, soit on se dit, l'école du socle minimal, ça fait retenir par cœur que le méchant, c'est le loup dans le petit chaperon rouge, et donc on revoit les ambitions à la baisse pour une partie de la population, et les autres, dans d'autres établissements, on vise plus haut, où on se dit que c'est l'objectif pour tous. C'est un vrai débat. Blanquer, il a choisi, il a été cohérent. Les politiques précédentes, des tortillés, faisaient un peu les deux. En fait, quand même, alors même qu'on supprimait des heures de façon drastique dans le primaire, le contenu même de chaque discipline est allé vers une évolution où les contenus sont plus conceptuels, plus intellectualisés. C'est une recherche qu'on a faite. Voilà. C'est quand même assez flagrant. Dès la maternelle. Comment on peut enseigner plus de matière avec des contenus en partie plus conceptuels dans moins de temps? Blanquer, il a répondu, on ne le fait pas pour tous. Il a au moins le mérite de la clarté.
C'est pour ça que je dis que la pandémie est un révélateur. Moi, je crois que l'école, si je change de casquette, que je suis plus chercheur et que je suis citoyen préoccupé de l'égalité scolaire et de l'égalité tout court, moi, je dis l'école doit se faire à l'école. Il faut du temps pour ça. Il faut que les devoirs soient faits, pris en charge par des professionnels et pas renvoyés à la famille. Il faut, du coup, récupérer ce temps pour que l'école reprenne la maîtrise de la démocratisation scolaire et ne soit pas le bouche-trou minimal. Parce que la même réforme que j'ai décrite d'Arcos et Sarkozy pour le primaire, elle a été faite par Najat Vallaud-Belkacem pour le collège, c'est la même, et par Blanquer sur le lycée. On réduit les heures d'enseignement et débrouillez-vous. Individualisation, réponse aux besoins particuliers, mise en concurrence. Donc, là, il me semble que c'est vraiment un défi où on peut se déprimer en faisant la liste de tous les méfaits de Blanquer, mais je suis désolé d'être franc avec vous, lui, il a une réponse au problème. L'école est en crise au sens où elle est travaillée par des logiques contradictoires. Comment enseigner des choses plus compliquées parce que la société, quelque part, le réclame, à une population qui est toujours aussi massivement, majoritairement éloignée de la culture savante. Et tant mieux, parce que c'est ce qui justifie votre paye à vous et à moi. Parce que, après tout, si tout le monde était cultivé, on n'aurait pas de boulot. Hein? Ils apprenaient ça à la maison. Donc, l'écart s'est accru. Les familles toujours aussi populaires dans leur majorité, et le niveau de ce qu'il faut transmettre pour être un citoyen pleinement armé est allé croissant. Comment on répond à ce problème? Moi, je crois que c'est mal poser la question que de dire Blanquer, il est méchant. Blanquer, il répond au problème en disant ça demanderait trop d'argent, on préfère garder l'argent pour que le capitalisme fonctionne comme il doit fonctionner pour enrichir les riches. Et ce n'est pas une question de gentil méchant. Il travaille dans les intérêts d'une classe sociale, c'est son boulot. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Si l'école veut ramer à contre-courant des logiques d'ensemble, aller à contre-courant de ça, ça veut dire que l'école doit avoir plus de moyens pour fonctionner. Et ce n'est pas des moyens pour des moyens, hein, parce qu'il ne suffit pas d'embaucher et de donner des sous en matériel pédagogique. C'est pourquoi faire. Il me semble que ce qui est indispensable, c'est, dans le pourquoi faire, remettre en débat la question de quel est le modèle d'élève qui pilote les programmes. Il me semble que l'école fonctionne trop, comme si le modèle d'élève, c'est les enfants des familles fortement dotées en connaissances, en savoir savant. Alors que l'école les programmes pourraient être repensés en visant finalement l'enfant qui n'a que l'école pour apprendre la culture savante et la culture scolaire. C'est facile comme principe, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais je pense qu'avec une réflexion institutionnelle, on pourrait se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est enseignable en petite section? Qu'est-ce qui est enseignable ensuite en moyenne section? À tous. Et repartir de là. Qu'est-ce qui est enseignable par rapport à l'objectif de développer des capacités de réflexion grâce à l'enseignement de savoir? Et je pense qu'on remettrait de l'ordre. Et je pense que c'est un projet pour l'école alternatif qui est en cours de construction, sur lequel, avec plusieurs, dans des collectifs variés, on réfléchit, mais sur lesquels il faut porter le débat. Et je crois que c'est ça qui est en jeu. C'est quel est le rôle de l'école dans la société. Voilà. La pandémie a fait très mal. Elle nous a tous fatigués, parce que voilà. Mais en même temps, elle a clarifié le jeu. Et je pense qu'il faut discuter avec nos collègues de ce que ça clarifie. Et donc, j'avais dit que je ne ferais pas l'ordre, mais finalement, j'ai menti. Je suis pas
Voilà, je vous propose de discuter. Après, je pourrais revenir sur plein de choses que vous voudrez. J'ai mis les références dans le chat. Je vais les remettre parce que tout le monde n'était pas arrivé. Donc, je sais que par habitude, voilà. Donc, le premier article, c'est dans la revue que je dirige La Pensée. Vous trouverez ce que j'ai raconté de façon synthétique. Et le deuxième, c'est un ouvrage collectif où on a traité du premier degré, du second degré et de l'enseignement supérieur. Et au besoin, on pourra revenir sur ces différents éléments.